On y va? On y va. Eh bien, bonjour à tous. On arrive presque au terme de ces deux journées avec au menu une question complexe mais cruciale, qui est de savoir comment, je cite, conjuguer aujourd'hui, ça n'est pas négligeable par rapport à hier, le court, le moyen et le long terme. Alors, question cruciale parce que, à l'évidence, nous sommes tous, chacun dans son rôle ou dans sa responsabilité, de plus en plus confrontés, me semble-t-il, à cette espèce de grand écart entre la préparation de l'avenir ou la pensée de l'avenir qui reste vitale et la dictature de l'urgence, comme dit Finkelstein dans son petit bouquin, qui est de plus en plus insistante, de plus en plus pressante. Alors, j'imagine que les élus locaux, les maires qui sont sur le plateau, que je vous présenterai dans un instant, vivent ça au quotidien, les chercheurs également, les journalistes aussi, évidemment, confrontés à cette espèce de machine permanente de production de... J'allais dire, pour être sérieux, d'information et parfois, et je pense, de bruit. Bref, à cette espèce de machine permanente qui lessive absolument toute capacité de prendre du recul, beaucoup de la capacité à prendre du recul. Question cruciale, me semble-t-il, après ces 2 jours de débat, pour mesurer comment ce rapport au temps, à la temporalité, au passé comme à l'avenir, pèse ou construit le rapport à la confiance. La confiance immédiate, me semble-t-il, n'a pas de sens ou ne peut pas se bâtir sans être inscrite dans une visée, dans un projet, dans une perspective de long terme. Alors pour en discuter, trois invités qui ont je le signale avant même de les présenter, pour caractéristique, tous les trois, et c'est pas si fréquent que ça chez les responsables politiques, d'être des scientifiques de formation, de pratique. Et je crois vraiment que c'est pas une caractéristique très, très fréquente et donc d'autant plus intéressante par rapport à notre sujet. Alors Pierre Cohen, vous êtes maire de Toulouse depuis 2008, président de la communauté urbaine Toulouse Métropole. Vous avez été parlementaire pendant une quinzaine d'années de mémoire. Et je le disais, vous avez été docteur en informatique de formation et ingénieur de recherche en informatique pendant une grosse vingtaine d'années. Michel Destot, vous êtes encore député socialiste de l'Isère, je dis encore par rapport à Pierre Cohen, qui a laissé ce mandat pour s'occuper de sa ville. Vous êtes maire de Grenoble depuis 1995 et vous allez passer la main lors du prochain scrutin du printemps prochain. Vous êtes président de l'Association des maires de grandes villes et enfin, je le disais, ingénieur de formation et docteur en physique nucléaire. Vous avez longtemps travaillé au CEA. Et enfin, Jean-Paul Carcinti, alors là, vous êtes chercheur au CNRS. Vous avez une formation de sciences économiques, un doctorat de sciences économiques. Vous êtes l'un des père, si on peut dire, du programme européen Eureka. Et vous avez par ailleurs enseigné pendant fort longtemps à l'Université technologique de Compiègne. Alors, dans le temps assez court qui nous est donné, on va essayer de répondre aussi brièvement que possible à plusieurs questions lourdes, sachant que Michel Destot doit s'éclipser dans une demi-heure à peu près. La première, au fond, je vous les pose toutes les trois, et puis on les égrènera. Au fond, comment percevez-vous ce grand écart entre l'immédiat et le long terme? Est-ce que c'est plus difficile à gérer aujourd'hui qu'il y a, puisque la question est aujourd'hui, qu'il y a, je dirais, une trentaine d'années, en 2013 par rapport à 1983, ou même 93, peut-être bien, avant Internet, par exemple. Comment gérez-vous cette tension dans vos villes, dans vos recherches? Comment est-ce que vous parvenez, pour reprendre la célèbre formule de Mitterrand, à donner du temps au temps? Est-ce qu'on peut encore donner du temps au temps? Et puis, dernière question, évidemment, en quoi tout cela structure
le rapport à la confiance, confiance entre qui et qui, notamment. La question, ça sera la troisième question. Je vais commencer par vous, Michel Destau, puisque vous avez des contraintes qui vous conduiront à nous quitter. Comment vous... Est-ce que vous êtes maire d'une grande ville, Grenoble, depuis longtemps, entre le début de vos mandats et aujourd'hui, est-ce que cette tension entre le fait de penser l'avenir, de penser le long terme, de prévoir à long terme et de gérer le quotidien, qui est aussi le travail d'un maire, est-ce que cette tension-là est plus forte, plus difficile à contrôler, à maîtriser qu'il y a 20 ans? Indiscutablement, oui, elle est plus complexe. Plus difficile est un autre terme, parce que ça dépend évidemment de l'expérience, de la maîtrise qu'on peut avoir de sa propre fonction. Il est évident qu'avec le temps, on essaie en tout cas d'imaginer les solutions correspondant à cette complexité et de raconter ce que j'appelle des histoires vraies à nos concitoyens pour leur faire approprier justement la transformation qu'on propose à nos territoires. J'ai envie de dire, c'est pas simplement, je vais venir à votre question sur le rapport au temps, notamment à la vision longue, c'est d'abord une première évolution qui tient au fait qu'on a beaucoup de mal à passer de l'individuel au collectif. Ça me semble être déjà la première difficulté que l'on rencontre. Et pour qu'on la rencontre spécifiquement d'ailleurs en France, beaucoup plus que dans d'autres pays, qui expliquent d'ailleurs que les Français sont plus pessimistes pour leur avenir, pour l'avenir du continent, de l'Europe, pour l'avenir du monde. À chaque fois qu'on les interroge, on voit qu'on est dans les profondeurs du classement. On nous compare souvent en termes de pessimisme à l'Irak ou à l'Afghanistan, c'est dire. On a quand même une formation, une éducation qui pousse à l'esprit critique, ce qui est bien, qui pousse aussi à faire de l'échec une catastrophe absolue. Déjà dans le parcours scolaire et ensuite dans le parcours professionnel, un chef d'entreprise qui dépose son bilan, c'est la honte. Dans beaucoup de pays, c'est une source d'expérience qui lui permet éventuellement de rebondir dans des conditions différentes et qui est considéré non pas comme un échec, mais comme une expérience, ce qui est complètement différent. Et nous avons à nous interroger sur le type d'éducation, de culture qui forme un peu le soubassement de notre pays. Je cite souvent un pays que j'aime bien, une partie de ma famille qui s'y trouve, le Brésil. Sur 3 jeunes Brésiliens, il y en a 2 qui veulent monter une entreprise. En France, sur 10 jeunes Français, il y en a 1 sur 10, et encore, ils souhaitent la monter à l'étranger. Tout est dit, si j'ose dire. Le goût d'entreprendre, la volonté de mener des projets collectifs sont souvent, malheureusement, pas au rendez-vous. C'est une chance que nous lancions enfin réellement dans une politique de décentralisation de notre pays, car je crois qu'à travers les territoires décentralisés, on peut retrouver à travers la proximité, à travers, je crois, une vision du monde qui peut être davantage partagée, parce que perçue comme peut-être un peu plus pratique et un peu moins conceptuelle. Quand on dirige une ville, on peut formuler des projets à court, moyen et long terme qui peuvent être plus facilement partagés qu'au niveau même d'un pays ou d'un continent. Et là, on a peut-être une chance de retrouver un dynamisme, une culture qui peut être plus favorable au collectif qu'à l'individuel. Si je veux reprendre un petit peu les termes de Jacques Attali, qui disait qu'au fond, de notre fameuse devise liberté, égalité, fraternité, on a surtout retenu la liberté, et en fait la liberté, elle est confinée à la liberté individuelle, c'est même pas une liberté collective. Et je crois qu'il faut qu'on réfléchisse à tout ça, car ça me semble nécessaire si on veut faire société. Le second point, c'est sur le long terme. Bon, beaucoup de choses ont été dites sur la tyrannie de l'instantané, sur cette, au fond, dérive de notre système politico-médiatique qui fait qu'on a aujourd'hui une élite politico-médiatique qui se différencie, c'est vrai, de ce qu'on a connu dans le temps. Et d'ailleurs, ce n'est pas simplement le fait de la France, c'est aussi le fait des États-Unis. Et le truc le plus caractéristique pour l'élection la plus importante
en tout cas perçue comme telle par nos concitoyens, qui est l'élection présidentielle. On voit bien la difficulté de trouver dans la même personne un très bon candidat et un très bon président. Ça ne va pas de soi qu'on puisse avoir un profil qui soit adapté à ces deux épreuves. Est-ce que ça a à voir avec le rapport au temps, Bien sûr. cette difficulté à concilier le candidat et le président? Mais évidemment, le candidat doit être beaucoup plus dans l'instantané. Le candidat doit être évidemment dans la réplique médiatique aux questions des journalistes. Il doit être dans l'entraînement immédiat de ses propres troupes dans le rassemblement. Alors que aussi être dans le dessin du futur, normalement. Oui, mais avec la difficulté de le traduire immédiatement pour avoir l'adhésion immédiate de la population. Alors que devenant président, il a besoin davantage de jouer sur le long terme. Et vous voyez bien toute la difficulté aujourd'hui, simplement sur le problème de l'emploi, où le président, à force de conférences de presse, essaie d'expliquer quelle est la vision à long terme de notre pays pour redresser économiquement l'industrie de notre pays, pour exporter, etc. Mais la nécessité aussi qu'il a à traiter le court terme en disant c'est demain que la courbe du chômage va être inversée. Et il y a là une sorte de dichotomie, de grand écart qui est évidemment très difficile à supporter. Pour les gens, ils perdent un petit peu de la vision et les médias s'engouffrent évidemment dans la faille en opposant le court et le moyen terme et le long terme. Et on voit bien quelle est la difficulté que nous pouvons rencontrer. Je dirais qu'il y a aussi, disons-le franchement, une grande difficulté à expliquer ce que j'appelle l'histoire vraie. Parce que l'histoire, elle est complexe. Le monde aujourd'hui n'est plus un monde réduit aux acquets hexagonaux. Il est tout à fait évident que tous les défis, même dans une ville, sont tous des défis mondiaux. L'économie est mondialisée, on aime ou on n'aime pas. En tout cas, c'est plus de l'expérimentation, c'est une réalité. Le social, dans aucune ville, on peut dire que le social, c'est simplement le rapport entre les couches sociales. C'est évidemment toutes les migrations, l'intégration de toutes ces populations. On se situe évidemment dans le rapport nord-sud. Les questions environnementales, c'est pas simplement faire le tramway. On est dans un monde où le défi climatique est un défi universel et nous oblige à avoir une réflexion au niveau du monde. Et les Français, comme tout le monde, tous nos concitoyens ne sont pas plus idiots et comprennent bien qu'il y a une histoire qui est une histoire à décrire, qui est extrêmement complexe, et que malheureusement, dans le discours politique, qui est un discours très immédiat, très marqué par l'audiovisuel, qui est un discours non pas de développement d'une histoire, et Internet encore moins, bien entendu, à travers les réseaux sociaux, on a la difficulté de faire apparaître cela. On parle beaucoup de crise, alors qu'on devrait parler de transition. L'Europe, on l'a définie en peur ou en perte, et non pas avec l'honnêteté du fait que c'est aussi le miroir de ce que nous avons produit nous-mêmes, en qualité et en défaut. Les oppositions entre les villes et les campagnes, où on continue à expliquer que les villes sont riches et les campagnes sont pauvres, alors qu'en 20 ans, la carte de la pauvreté, je le redis très souvent, notre pays a énormément évolué. Et le pauvre de la statistique, il y a 20 ans, c'était une personne âgée vivant en milieu rural. Aujourd'hui, c'est un jeune vivant en milieu urbain, de famille monoparentale et d'origine étrangère. Et ça explique d'ailleurs beaucoup de choses sur ce qu'on appelle la politique de la ville aujourd'hui. En termes de mobilité aujourd'hui, en 20 ans, le Français se déplaçait de 10 km par jour il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est 50 km par jour, avec une inégalité terrible. Quand je regarde Grenoble, dans les 50 km par jour, il y a l'ingénieur de HP qui va à Palo Alto, et puis il y a le père ou la mère de famille qui apporte son gamin dans la crèche. Mais il y a une mobilité qui a beaucoup bousculé les frontières et qui explique que notre société est une société infiniment plus complexe. Et nous avons à expliquer tout cela et nous ramener, je crois, à des valeurs et des convictions. C'est mon mot de conclusion. On ne peut pas s'en tirer sur tout cela si on ne sait pas effectivement le soubassement du projet qu'on veut proposer à nos concitoyens. La confiance reviendra à partir du moment où nos concitoyens verront les valeurs et les projets qui sont les nôtres sur la base de convictions. Moi, quand on m'interroge, vous êtes maire de Grenoble, vous êtes socialiste, au bout du bout, quelles sont vos valeurs, quelles sont vos convictions ? Je dis deux choses.
La première, c'est la réduction des inégalités sociales, inégalités territoriales entre les différents quartiers. Puis c'est l'ouverture au monde et à ses cultures. À partir de ce moment-là, on dessine un projet. Si je fais une cité scolaire internationale, un collège et un lycée international, c'est bien parce que j'ai une vision internationale de ma ville de Grenoble. Si on fait un pôle de compétitivité, c'est qu'on se situe aussi dans un environnement international. Si je veux mener une politique de la ville, c'est parce que je veux réduire les inégalités qu'il y a. Si on mène pour la petite enfance des politiques spécifiques pour dire que des enfants qui viennent de familles étrangères, qui ne parlent même pas notre langue, avant même de rentrer dans le parcours scolaire, on les amène par un accompagnement spécifique, on appelle ça le parler bambin, à acquérir une capacité langagière où à talent égal, on arrive au même niveau quand on rentre dans le parcours scolaire à partir de 3 ans, eh bien là, il y a une différence fondamentale et il y a une appropriation un peu par la population parce qu'il y a des valeurs, parce qu'il y a des convictions, parce qu'il y a une vision, au fond, de ce qu'on veut faire. Et la grande difficulté, c'est que ce qu'on fait, au fond, au niveau local, même d'une grande ville, on a beaucoup de mal à le faire au niveau de l'État-nation, encore plus de mal à le faire au niveau de l'Europe, et on n'y arrive pas au niveau du monde. Or, c'est bien ça qu'il faut arriver à faire, et ce n'est pas simplement une question de temps, c'est évidemment une question de temps, mais c'est aussi une question de périmètre et une question de vision à travers des convictions et des valeurs. Merci. Pierre Cohen, alors est-ce qu'au fond, le local permet de faire plus facilement que d'autres niveaux et plus larges la jonction entre le quotidien, le projet et la confiance, à vos yeux? Est-ce que c'est le local, au fond, qui est la force de vos responsabilités? Le local résiste un peu plus que le global et le national à la confiance, même si c'est entamé quand on regarde, je dirais un peu la popularité des responsables politiques, on s'aperçoit que les députés sont les plus déconsidérés, les maires sont les plus considérés, mais ce qui était très fort il y a quelques années, même les maires commencent à être remis en cause. Donc ce qui fait qu'on est vraiment dans une crise de confiance où les politiques sont évidemment, je dirais, je ne sais pas s'ils sont en première ligne, en tout cas, ils sont bien ciblés. Les journalistes sont pas mal aussi. Voilà, j'allais dire qu'il y a d'autres professions, et je ne vais pas me faire la liste, mais ça prouve qu'il y a un problème de confiance. Donc la confiance, vous en discutez toute la semaine, et en particulier aujourd'hui avec certaines tables rondes, c'est de savoir qu'est-ce qui fait à un moment que la confiance s'effrite, voire se détruit. Et je trouve que le sujet entre le court et le long terme, c'est réellement l'idée que, est-ce qu'aujourd'hui, dans ce qui donne une crise, c'est qu'il y a un manque de repères, donc il y a un manque de visibilité. On n'est plus dans les années, puisque vous faisiez référence à 30, on pourrait même monter à 40 ou 50 ans, où il y avait quelques idéologies, il y avait quelques visions du monde, il y avait quelques assurances, en particulier du côté des partis politiques, mais des intellectuels et autres. Bon, tout cela s'est effrité parce que d'abord, ça a rencontré des murs, ça a rencontré des difficultés, ça a rencontré des enchantements. Mais le manque de repères et le manque d'ambition et même de visibilité, parce qu'il n'y a pas qu'une crise politique, il n'y a pas qu'une crise économique, il y a aussi une crise de société. On voit bien quand on est en train de concevoir la ville, c'est qu'aujourd'hui on construit des édifices sur des choses dont on ne sait même pas comment elles vont évoluer, je dirais, dans 15 ou 20 ans. Aujourd'hui, il est vrai que les rapports sociaux dans la ville, des impératifs que nous avons tous, parce que le défi écologique, la façon de concevoir la ville, le lien entre, je dirais, l'espace public, l'habitat, l'économique et le vivre ensemble, nous oblige à penser la ville, mais on voit bien que les choses vont très vite. Et donc, je pense que, je suis convaincu que la confiance, elle est par ce manque de repères à long terme et moyen terme, mais aussi par le fait que l'action immédiate n'est pas cohérente. Et donc, c'est là où vous avez raison, c'est-à-dire que l'immédiateté, la réaction, l'action au quotidien, pour moi, doit être complètement cohérente avec la vision de ce que je veux faire. Alors, parfois, on est obligé d'infléchir parce que la pression de l'immédiateté nous amène pas toujours à faire ce qu'on a prévu. Mais là où on fait perdre confiance, c'est si on fait quelque chose ou si on agit
au quotidien ou dans des réponses quotidiennes qui sont contradictoires ou assez perpendiculaires à l'orientation qu'on s'est donnée. Est-ce que vous pouvez prendre un ou deux exemples? Voilà, je vais prendre des exemples. C'est bon, moi je peux pas juger parce que Michel est maire depuis longtemps, moi je le suis depuis longtemps, mais j'ai été maire pendant 19 ans d'une ville de 12 000 habitants. Parce que la pression de l'immédiateté, elle est aussi en fonction de l'endroit où on est. Plus on est visible, plus la pression de l'immédiateté a des conséquences. Moi, je peux vous dire que maire de Ramonville, 12 000 habitants dans l'agglomération toulousaine, on n'est pas dans la pression d'immédiateté. Et même encore, mes collègues de la communauté urbaine sont, je dirais, pas obligatoirement dans la même pression. Et plus on monte, plus on est aussi dans l'idée d'être visible, parce qu'on peut passer 15 années parlementaires, où on peut être, je dirais, un bon député, on travaille, mais si vous n'êtes pas dans la salle des 4 colonnes tous les instants, l'immédiateté, vous pouvez vous en passer. Donc là aussi, c'est la façon dont on se met en scène, où on est, je dirais, où le rôle que l'on veut jouer. Et là, député, je peux vous dire qu'en 15 ans, j'ai vu ceux qui sont dans l'immédiateté avec des obligations de discours contradictoires et ceux qui suivent une ligne, qui font leur travail, qui sont sur des sujets, des thématiques, avec des visions à très long terme, et avec l'obligation de jouer les amendements, je dirais, par rapport aux lois. Donc ça aussi, c'est quand même quelque chose. Et je pense que dans tous les métiers, là aussi, ceux qui ont envie d'être très visibles, ils sont évidemment fragiles par rapport à la contradiction entre le très court terme et le long terme. Donc pour revenir sur les exemples concrets, alors, vous avez parlé de scientifiques. Moi, ce que j'aimerais, à la fois pour nos élites nationales, mais aussi c'est qu'il y ait une formation par la recherche pour tout le monde. Parce que ça apprend d'abord à l'humilité et ça apprend à poser les problèmes. Quand je suis arrivé maire de Toulouse, eh bien, d'abord, j'étais évidemment en contradiction avec beaucoup de choses qui se faisaient par mes prédécesseurs, mais je ne suis pas rentré tête baissée dans ce que je pensais être juste. Et donc, on a réellement posé des problèmes, des questions, débattu, essayer de construire un projet urbain à 20 ou 30 ans pour la ville, mais aussi pour l'agglomération. Et dans ce premier mandat, mes opposants, ils étaient contents parce qu'à la moitié du mandat, évidemment, ils ont dit Cohen, c'est évidemment un bon chercheur, c'est-à-dire qu'il travaille, il réfléchit, mais il n'agit pas. Sauf que quand on a commencé à agir, on a inscrit notre travail dans le long terme. Et très vite, par exemple, ce que l'on pensait être du sens, je prends l'espace public. Pour moi, l'espace public, c'est primordial. Alors, il y a des villes comme Strasbourg, qui sont très connues, comme Nantes, je dirais même comme Bordeaux, pour faire que ce n'est pas purement idéologique. Eh bien, il y a des villes qui se sont penchées sur l'espace public depuis très longtemps. Parce que l'espace public, c'est à la fois ce qui est quand même le cœur des problèmes actuels pour tous les types ou les personnes qui sont dans les bouchons pendant 1 heure, c'est le partage de l'espace public pour le déplacement. Mais c'est le partage de l'espace public par rapport à ce qui fait qu'aujourd'hui, chacun est individualiste, se referme, se recroqueville. À Toulouse, je rappelle que c'était quand même les premières résidences fermées avec piscine, vigile et compagnie. Donc, il y a toujours cette vision des années 80 qui a amené l'individualisme à le faire vivre complètement dans la ville et à créer des dysfonctionnements. Donc nous, on a voulu contrer cette notion, je dirais, de l'individualisme qui se recroqueville et qui fait que la ville se construit sur la base purement du marché. Mais par contre, la puissance publique, ce que je considère être notre responsabilité, eh bien, pose le problème de comment l'espace public pour le déplacement, mais aussi pour le vivre ensemble. C'est-à-dire comment la culture n'est pas simplement la culture que l'on connaît, qui évidemment est, je dirais, une véritable pépite, une excellence, en particulier je pense à l'Opéra et à l'Orchestre national du Capitole, mais je pense aussi à l'art de la rue, à la façon dans des grands événements, et en particulier ce qu'on a essayé de mettre en scène, la culture scientifique peut être réellement adressée à tous les citoyens et devenir populaire. Donc tout ça, ça veut dire que chaque fois qu'on fait une action, eh bien, on pose la question, est-ce que c'est une petite étape, une marge de plus par rapport à ce sens, à cette ambition qui est à 15 ou 20 ou 30 ans. Et bon, je ne sais pas évidemment ce que seront les élections dans 4 mois, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que pendant 5 ans, on a eu beaucoup de questions, beaucoup même de dérision, et depuis 1 an, où les gens retrouvent dans cette notion de l'espace public un certain nombre, je dirais, de réponses
au questionnement qu'est-ce qu'on fait ensemble dans une cité, eh bien, ça veut dire qu'on trouve, alors d'accord ou pas d'accord, hein, je ne dis pas que tout le monde est d'accord avec nous, mais il y a, je dirais, cette notion de confiance par rapport à quelque chose qui a été défini, co-construit et dit il y a 3 ou 4 ans et qui va dans ce sens-là. Donc, pour moi, la confiance, c'est pour ça que j'ai vraiment accepté de venir ici. Je pense que ça fait partie des quelques, je dirais, valeurs qu'il faut remettre au goût du jour si on a envie d'être, je dirais, dans une dynamique nationale qui a vraiment perdu la confiance. Et même, bon, tout le monde sait que je suis socialiste, donc il est clair que je peux être très à l'aise pour parler du président de la République. Je considère qu'aujourd'hui, ils ont commis un certain nombre d'erreurs, mais ils payent. Mais alors, je dirais d'une manière magistrale, le manque de confiance qui s'est construit. Alors, je ne vais pas dire que la décennie, parce que moi, j'ai été un très pro des 5 années Jospin à l'Assemblée, mais petit à petit, je dirais, il y a quelque chose qui fait que les jeunes, les personnes n'ont plus confiance. Moi, enfin, je prends l'exemple des quartiers, qui pour moi est un endroit prioritaire, c'est-à-dire que dans les projets urbains, évidemment, j'ai une multitude de projets urbains, mais j'en ai 2 fondamentaux, celui du centre-ville, savoir comment on rattrape le retard de cette notion d'espace public vis-à-vis, parce que dans des périodes comme celle-là, par exemple, cet espace public appartient à tout le monde. On va avoir 2 millions de personnes qui vont déambuler dans le Capitole, le marché de Noël. Donc ça veut dire que c'est un endroit qui est vraiment partagé. Mais c'est aussi les quartiers. Et quand vous êtes avec des jeunes qui, depuis des décennies, entendent parler de culture, entendent parler de réussite scolaire, même de réussite éducative, entendent parler de projets urbains, de refaire, je dirais, réellement même le quartier et la cité. Ce n'est pas des petites choses comme on avait parlé de repeindre les ascenseurs, mais d'être profondément dans le projet urbain et qu'ils sont discriminés à l'emploi, eh bien, ça casse tout. Donc ça veut dire que la construction, je dirais, de l'édifice confiance, il est niché partout. Alors évidemment, nous, on est en première ligne, et je crois qu'on peut en parler avec beaucoup d'humilité, mais il faut absolument que chacun pense qu'à sa place, il a à redonner de la confiance. Est-ce que, une question me vient en vous écoutant, est-ce qu'au fond, il faut une vingtaine d'années pour je pense à vous, Michel Destot, 3 mandats de maire, est-ce qu'il faut une vingtaine d'années pour, au fond, mettre en œuvre une politique en profondeur qui modifie la ville dont on a la responsabilité ? Il n'y a pas de règle universelle, mais c'est sûr que 2-3 mandats est la bonne longueur. Moins. Le long terme, Bien par sûr. exemple, pour vous, le long terme, c'est ça, c'est Oui, tout à minimum fait. 20 ans. Voilà. Et le court terme, c'est dans Bah, 2 heures, quand il se passera bien sûr. un pet dans la cité truc ou dans... Voilà. Voilà. Bien sûr. Et ce qui vaut d'ailleurs au plan local vaut en partie au plan national. Une des difficultés, c'est qu'on est rentré avec le quinquennat et la confusion entre les élections présidentielles et les élections législatives, quasiment dans des formules d'alternatives tous les 5 ans. Et ça peut créer une petite difficulté pour consolider effectivement une vision et un travail à long terme. On ne reconstitue pas un tissu industriel. Vous savez, aujourd'hui, le maillon intermédiaire, les fameuses ETI qui ont été aspirées par les grands groupes, doivent être reconstituées aujourd'hui. Ça ne se fait pas en 1 an, ça ne se fait pas en 2 ans. Et on sait très bien que 5 ans, 2 ans avant la fin du quinquennat, on est déjà dans la pré-campagne. La dernière année, on est dans la campagne. Et c'est sûr que ce n'est pas le bon rythme pour reconstituer des politiques de fond, les retraites, on peut prendre tous les grandes réformes qu'il faut faire. C'est ça la difficulté que peuvent rencontrer aujourd'hui les présidents de la République et les gouvernements qui succèdent. Très bonne introduction à l'intervention de Jean-Paul Carcenti, puisque le tissu industriel, l'innovation et la technologie, c'est votre fil conducteur depuis 35 ans. Comment est-ce que vous analysez, comment est-ce que vous recevez ces 2 témoignages de politique, d'acteurs de terrain et de constructeurs de l'avenir? Oui, la question des 30 ans, c'est intéressant la question des 30 ans et la question de l'action. Je me disais, au fond, est-ce qu'on agit moins aujourd'hui qu'il y a 30 ans? Non, on n'agit pas moins aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Peut-être plutôt plus d'ailleurs, avec la question de la connaissance qui arrive quelquefois davantage comme un adjuvant à l'action que comme une valeur en tant que telle. Donc, problème de l'action, non, on agit plutôt davantage. Vous voyez, je parle déjà quantité. Mais
Dans l'action, depuis 30 ans, c'est l'action économique qui a prévalu, plus que d'autres formes d'action, en tout cas dans les représentations et dans les actions. Puis ensuite, dans l'action économique, il y a l'action économique marchande qui a pris une valeur de plus en plus importante. Puis l'action économique marchande performante. Et puis l'action économique marchande performante, concurrentielle, sur des marchés de plus en plus planétaires. Moyennant quoi, si peu à peu, au fond, nous sommes tirés vers une sorte de logique unique, mais tirés simplement par une puissance de cette nature, ça joue naturellement sur, c'est une hypothèse, formée par la recherche, je sais que j'en resterai à l'hypothèse humblement. On peut se dire que inconsciemment, nous sommes tirés vers une sorte de critère unique, d'indicateur commun, déjà à une partie de la planète, qui tend à devenir unique et qui donc, lui, réagit comme la boussole d'une telle logique, c'est le court terme. C'est le très court terme. Et c'est la spatialité de type planétaire. Alors, il ne faut surtout pas dire qu'il ne le faut pas, naturellement. Mais ça veut dire que ça joue sur nos représentations. Ça joue essentiellement sur la question de la diversité des chemins qui nous sont proposés. On tend vers des chemins qui sont communs, voire de plus en plus uniques. Et ça, c'est mauvais. Il faut reprendre le goût et les capacités de multiplier les chemins, de rendre une diversité aux chemins possibles, aux chemins collectifs en l'occurrence. Et ça, c'est peut-être ce qui doit nous attendre comme possibilité aujourd'hui. Oui, je vous en prie. Pierre Cohen. Oui, il y a un sujet qui me plaît énormément, c'est le manque de confiance par rapport aux politiques qui donnent l'impression qu'ils ne peuvent rien faire. Et en ce moment, nous, on est quand même devant, en particulier dans le cadre d'une loi qui a posé énormément de débats sur l'émergence de métropoles, par rapport à un paysage qui était façonné région, département et intercommunalité. Alors, évidemment, avec Michel, nous sommes fortement acteurs de l'émergence des métropoles parce que dans le paysage, elles représentent, et ce n'est pas par hasard que Hollande et Ayrault ont soutenu contre, je dirais, un certain nombre d'élus du PS, cette notion-là, parce qu'elles peuvent être une puissance publique qui peuvent jouer un rôle sur des thématiques, et j'y viendrai. Donc aujourd'hui, moi, la critique que je fais des villes, mais des villes d'une manière générale, je ne parle pas ni des étiquettes politiques, des villes des années 80, c'est qu'il y a eu des dysfonctionnements qui sont extrêmement graves dans la façon dont les villes sont devenues très inégalitaires. Je pense aux quartiers. Les quartiers, ce n'est pas les architectes qui ont créé les quartiers des années 60 qui sont responsables des quartiers. C'est la gestion du peuplement qui a amené un certain nombre, je dirais, de rassemblements, de concentration de gens qui cumulent, je dirais, beaucoup, voire même presque toutes les difficultés. On n'a pas pensé le long terme, là, sur cette question-là. Non, parce que ça s'est passé dans les années 80. Oui. Donc l'idée, oui. Alors, c'est comment y répondre. Évidemment, alors, on était inscrit dans le long terme. Par exemple, c'est rénovation des quartiers. Oui. C'est 20% de logements sociaux partout et pas seulement dans des endroits, je dirais, concentrés. C'est créer, accompagner par la réussite éducative et redonner confiance à ce que peut être le ressort de la connaissance dans un parcours. Grâce aux ZEP notamment. Même si je fais tout cela, je considère qu'aujourd'hui, le court terme, c'est une lutte, je dirais, de tout le monde pour faire que le plein emploi, ou en tout cas le taux de chômage dans les quartiers soit le même que partout ailleurs.
Et ça, c'est immédiat. Par exemple, je travaille avec toutes les associations d'entreprises qui, évidemment, parlent beaucoup de lutte contre les discriminations. Aujourd'hui, avec les emplois francs, eh bien, les entreprises ont les moyens d'être au rendez-vous en disant, à compétence égale, je prends des emplois dans les quartiers. J'embauche. Ce n'est pas comme les ZFU, où là, c'était les effets d'aubaine. Enfin, on a quelques analyses de ce qui s'est passé. Là, tout le monde économique est capable de pouvoir dire que dans les 2, 3, 5 ans qui viennent, il y a une mobilisation pour lutter. Comprenne-nous, à travers les emplois d'avenir, les emplois les plus disqualifiés ou déqualifiés. Je pense que ça peut être une bonne répartition des choses, parce que dans les 3 années, nous, on peut recréer le chemin de la confiance, le chemin, je dirais peut-être l'envie du goût et le goût de retravailler, mais le monde économique doit en être. Donc, ce qui veut dire qu'on voit bien que par rapport à des dysfonctionnements, j'en ai pris un, mais aussi, par exemple, le dysfonctionnement de la ville, qui fait qu'en plein centre-ville, c'est l'endroit où il y a le plus grandes inégalités. C'est-à-dire que les marchands de sommeil, les endroits qui se dégradent, font une concentration de publics les plus exclus. Comme le disait Michel, plus exclus que les personnes qui, dans le rural, souffrent ou ont des moyens, je dirais, relativement de bas niveau. Donc, on a bien, aujourd'hui, dans notre responsabilité, évidemment, la réponse à la fois immédiate, mais la réponse à moyen et long terme. Et ce qui a été dit me semble important, c'est que cette confiance-là, eh bien, elle est aussi sur le fait qu'on puisse agir, qu'on puisse inverser les choses. Les années 80, c'était des années, peu importe, je sais que c'était quand même fortement les années Mitterrand, mais globalement, c'était les années où on a eu le plus grand, je dirais, la plus grande force de l'individualisme, la plus grande force du recroquevillement sur soi. La ville a été très souvent, à part quelques exemples, très souvent gérée par le marché. Donc, par le profit, l'intérêt. Alors qu'aujourd'hui, on est tous avec, enfin en tout cas moi, avec un établissement public foncier où j'achète tout ce qui passe pour être maître de futurs ZAC, de lieux où on est capable de maîtriser par le foncier le coût de l'habitat. Et quand on dit aujourd'hui une ville accessible à tous, ça veut dire que très vite, il faut que je maîtrise le prix du logement, que ce soit pour la location ou pour l'achat, pour que quand je dis 80% des populations doivent habiter dans cette ville, sinon ils iront à 80 bornes. Et comment je peux relever un plan climat et un défi écologique si je les pousse à 80 bornes où ils seront obligés d'avoir 2 voitures, 3 voitures et que évidemment ils sont complètement à l'envers de ce qui est le défi de l'émission de gaz à effet de serre, la notion même de qualité de vie, l'incapacité de faire du service public à 80 bornes et d'avoir évidemment dans le périurbain le plus grand taux de Front National. Bon, ça, c'était la petite prime. Je vais prendre un exemple qui est tout à fait dans l'actualité. Michel Destot et vous-même, vous avez évoqué la question de la réussite scolaire, et notamment dans les quartiers difficiles. On a aujourd'hui ce classement PISA qui vient d'être publié, ça fait une douzaine d'années qu'on a ces mesures des performances des élèves de collège. Depuis une douzaine d'années, ce classement, qui est un classement établi par l'OCDE sur au départ une quarantaine, maintenant une soixantaine de pays, démontre, sur des bases qui sont acceptées par tout le monde, que les performances du système français sont médiocres et qu'elles ne s'améliorent pas. Pire encore, que nous avons le système le plus inégalitaire qui soit, qui est très profitable pour les meilleurs élèves, les mieux dotés socialement au départ, et au contraire qui n'arrivent pas à sortir à tirer vers le haut les élèves les moins bons, très indexés sur leur faible capital social de départ. Alors, on le sait depuis 12 ans. On le sait depuis longtemps. On a créé les ZEP il y a 30 ans. On a l'impression que, et là je sors de l'échelle locale pour passer à l'échelle nationale, que voilà, le constat est fait. Le constat est fait de ce qui a marché dans d'autres pays, pas des pays baroques, l'Allemagne à côté, s'est emparé de cette question il y a une dizaine d'années sur la base d'un constat très négatif sur les performances du système allemand et a remonté la pente, et qu'on a le plus grand mal en France à s'emparer de ce genre de questions de manière non idéologisée, non politisée, dans un affrontement un peu
un peu schématique et un peu artificiel, et pour améliorer un système éducatif, mais on pourrait en dire autant de beaucoup d'autres réalités. Est-ce que vous ressentez ça, vous, en tant que... Vous avez été parlementaire 15 ans, vous êtes maire d'une grande ville. Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Enfin, peut-être que vous allez me dire qu'on y arrive. Non. Là, sur l'affaire éducative, on a l'impression d'une sorte d'impuissance à gérer dans le long terme quelque chose qui est connu, parfaitement bien documenté, et qui bute sur quoi? Alors, là, c'est un sujet que je dirais peut-être la moitié ou même toute la salle pourrait y participer parce que chacun a une connaissance et un avis là-dessus. Donc, je vais être très prudent. C'est l'actualité qui mais me je fait vais penser parler à avec ça. mon regard par rapport à mon mandat d'élu. Et là, je peux même parler de mon mandat d'élu avec une expérience de plus de 20 ans. Tout d'abord, je crois qu'il y a eu, je dirais, et on le retrouve dans la santé, on le retrouve dans beaucoup d'endroits, c'est-à-dire qu'il n'y a plus réellement, à part quelques endroits précis, il n'y a plus, je dirais, une notion de corporation qui ne concilie pas l'intérêt, je dirais, professionnel, je dirais corporatiste, et l'ambition. Ça, on le voit dans la santé, tous les endroits un peu sacrés qui mettaient le service public comme étant une véritable, je dirais, un véritable objectif, transcendaient quand même les intérêts. L'individualisme de la société, le fait d'être comme tout le monde et d'avoir les mêmes droits que tout le monde amène, je dirais, des réactions dans le temps. Deuxièmement, je crois qu'on ne sait pas exactement aussi. On est d'accord sur un diagnostic. Je pense que Vincent Peillon, c'est quand même le premier qui a une vraie visibilité de ce qu'il faut faire. Donc, le troisième point, alors là, c'est là en tant qu'élu, c'est que je crois qu'il y a eu une sorte de durcissement sur qui a la responsabilité de l'éducation et en confondant éducation et pédagogie. Moi, ça fait 20 ans qu'en tant que maire, je dis que j'ai une responsabilité coéducative. À partir du moment où les parents ont, par leur système de vie, besoin d'un endroit où ils mettent les enfants qui, en termes d'éducation nationale, est à peu près la moitié du temps passé à l'école, ça fait que la collectivité a une responsabilité de ce temps. Et depuis longtemps, un grand nombre d'élus, de municipalités, travaillent sur ce temps en termes éducatifs. Et même, certains ont des projets éducatifs, périscolaires, qui, avec le temps et avec un certain nombre, et même un grand nombre d'enseignants, conjuguent leur projet d'école, éducation nationale, et la façon dont le périscolaire peut reprendre des valeurs, reprendre du sens. Bon. Là, la question, c'est qu'à travers le rythme scolaire, Vincent Peillon a reconnu pour la première fois, officiellement, que nous avions une responsabilité coéducative. Et ça, pour moi, c'est majeur. Parce que, évidemment, ça ne s'invente pas. Des élus, et je dirais même certains socialistes, qui découvrent qu'il faut qu'ils aient des gens diplômés avant, entre midi et 2 et après l'école, je tombe de l'armoire. Je n'arrive même pas à imaginer comment ils peuvent être, je dirais, dans... Et donc, évidemment, ça coûte. Ça coûte un peu plus ce que demande Peillon, mais ça coûte très cher si vous ne faisiez que de la garderie. Donc, là, aujourd'hui, il y a une vision de l'école. Alors après, moi, je ne suis pas spécialiste pour parler de la réforme de l'école par rapport aux moyens et l'apprentissage. Il y a eu assez de débats avec deux types d'écoles où il faut absolument apprendre à écrire et à lire, et d'autres, il faut apprendre... Je ne voulais pas rentrer dans ce genre voilà. de débat. Mais sinon, par rapport en tant que collectivité locale, je peux vous dire que nous, on a à accompagner quelque chose qui était quand même la droite, allait revenir sur les 4 jours. Donc, ça veut dire qu'il y a un rythme. Et le rythme de l'enfant, si on le met au cœur de la réforme, eh bien, ça veut dire qu'il y a un certain nombre des parents qui doivent aussi se regarder aussi par rapport à leur rôle de parent, des enseignants qui doivent, comme par exemple, moi j'avais réussi à avoir une dérogation. J'avais fait une sorte de barrage au passage à 4 jours en 2008. On venait juste d'arriver.
donc on était chaud comme les braises. Et donc, quand il a proposé les 4 jours, on a fait un barrage et on nous a donné une dérogation. Et donc, ce qui fait que nous, on n'a pas eu à repasser à 4 jours et demi, on les avait. Mais comme c'était flou, les enseignants prenaient une douzaine de demi-journées le mercredi matin pour faire leur rencontre entre professeurs pour faire le point sur l'école. Donc quand on est passé à 4 jours et demi, ils ont été obligés de la nicher un peu partout. Donc ils ont un peu râlé. Et même j'ai eu des grèves. Donc ce qui veut dire que moi je pense, alors là c'est avec mes amis syndicalistes, je tiens à le dire, depuis 20 ans, on a une différence d'appréciation sur le temps de l'école, sur le rôle de l'enseignant. Nous, quand on fait de la réussite éducative, ça veut dire qu'on pense que l'école ne peut plus, et depuis longtemps, régler tous les problèmes. Elle règle déjà pas mal de problèmes parce qu'elle enseigne quand même. Elle fait du travail. Alors, évidemment, PISA nous donne, je dirais, un tableau d'honneur médiocre, ou en tout cas pas très bon, donc il faut vraiment travailler là-dessus, mais elle fait quand même un énorme travail. C'est pas ma génération où on travaillait bien à l'école, on avait obligatoirement une progression sociale, on le savait, c'était presque écrit. Maintenant, même la confiance en l'école, même si on réussit, parce que dans certains quartiers, il y a quand même aussi des jeunes qui sont diplômés et qui sont au chômage, parce qu'ils sont d'origine. Donc ça veut dire quand même qu'aujourd'hui, il y a, je dirais, à dépasser les blocages, et je pense que peut-être, en tout cas, moi je suis pas mécontent de ce compte-rendu de PISA ou de ce classement de PISA, parce que ça veut dire que là, on sera obligés tous, et j'en avais parlé avec Lyon parce qu'il savait quand même à peu près ce qui allait arriver, je pense qu'il va mettre tout le monde autour de la table, et là, il y a une sorte de nécessité tous de transcender ses propres intérêts et de dire que c'est l'enjeu majeur pour les 10 prochaines années. Et là, ce n'est pas le très long terme, c'est immédiatement. Au risque de choquer tel ou tel dans Oui, la salle, je dirais que si on en juge par la réaction des professeurs de classe préparatoire, ça ne va pas être simple. Bien, mais bon. Jean-Paul Carcenti, sur les politiques de recherche, les politiques d'innovation à long terme, est-ce que vous avez, vous aussi, l'impression que le temps s'est raccourci et qu'on a de plus en plus de mal à penser le long terme sous la dictature? Vous évoquiez ce marché globalisé, concurrentiel, etc. Sous la dictature. On tente à devenir une norme unique. Hein, c'est ça. Absolument. Si c'était une norme encore commune. Est-ce que cette norme-là impose au fond à la recherche des contraintes de performance plus immédiate, plus rapide, un retour sur investissement recherche plus rapide? Oui, c'est clair. Écoutez, je ne vais pas dire que le service de marketing de la Direction générale recherche de la Commission de l'Union européenne a pris le pouvoir sur la direction elle-même. Mais regardez comment s'appelle le programme cadre actuel de recherche et développement. Il s'appelle gentiment Horizon 2020. Horizon 2020. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on énonce l'année du terme du programme lui-même. Et bien ça évoque chez beaucoup le sentiment que l'horizon que se donnent les chercheurs, c'est un horizon à 5 ans. Les programmes vont commencer à être mis en œuvre dès l'an prochain. Ils commenceront à travailler en 2016. Bref, non, on ne construit pas une société européenne, voire une nation européenne, avec un marketing qui annonce 2020. Ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'on ne se projette plus, y compris, je veux dire, ce sont nos représentations qui nous mettent quelquefois dans une difficulté de ce genre. C'est assez évident que les programmes eux-mêmes se projettent nettement plus loin. Mais l'affichage, c'est Horizon 2020. Il m'arrive gentiment de dire Horizon 20h20 parce que ça revient à ça. Hein. Et ce que m'évoquait néanmoins, si vous me le permettez, à propos de PISA, voilà un outil qui est extrêmement intéressant parce qu'il nous permet de nous comparer. C'est très important de pouvoir se comparer dans la société internationale et de voir que, bah oui, là-dessus, ça ne va pas, là-dessus, on pourrait emprunter des bonnes pratiques à d'autres pays, etc. C'est fondamental. Il reste que, et je sais que je me fais un peu l'avocat du diable, je dis bien il reste que, donc c'est vraiment un reste, hein.
chaque pays doit se donner la possibilité d'être aussi incomparable. C'est-à-dire de valoriser ce qu'il a en lui, quand bien même ce serait un chemin qui ne serait pas emprunté par les autres. C'est quelque chose qui est absolument essentiel. Alors après, tout est dans le curseur que l'on met entre le comparable et l'incomparable. Où est-ce qu'on le met? À certains moments, on peut le mettre plus près du... On cherche à se comparer plus vite parce qu'on est lancé dans un jeu compétitif, etc. Parce que cet outil PISA, il a un côté jeu compétitif, très bon par certains côtés. Et puis par d'autres, il rase les différences aussi. Et la possibilité que les peuples énoncent aussi en partie leur génie. Deuxième thème que vous avez abordé, celui, et d'ailleurs vous avez, monsieur le maire, énoncé le terme de co-responsabilité. Alors ça, c'est un terme qu'on aime bien à l'Institut Confiance, c'est un terme derrière lequel on essaie de mettre beaucoup de chair, y compris dans des domaines vraiment très, très différents. Alors, ça pose la question, les technocrates de Bruxelles d'ailleurs appellent ça, enfin, ils parlent du principe de subsidiarité, encore que, vous savez, c'est un principe qui est notre loi commune. Hein, nous l'avons adopté à Maastricht, donc nous sommes sous la loi commune de la subsidiarité. Alors, qu'est-ce que c'est la subsidiarité? Terrible mot, hein, qui n'est vraiment pas terrible, mais enfin, il n'y en a pas d'autre, et c'est quand même notre loi commune. C'est celui qui consiste à dire, il y a des niveaux d'action qui sont différents, il faut savoir les distinguer, il faut savoir les articuler dans l'action qui, effectivement, leur est le mieux appropriée. Et ça, cette question de subsidiarité, elle est extrêmement importante au plan spatial, hein, c'est évident. Et vous l'avez évoqué, j'y pensais lorsque vous avez évoqué la question de l'inégalité à l'intérieur même des villes, qui était pour vous une préoccupation absolument centrale. Et je me disais au même moment, ça c'est un projet politique, hein, c'est un projet politique. Je me disais, à d'autres niveaux, il faut pouvoir afficher des projets politiques et puis négocier en les articulant, ces projets politiques. Pour moi, par exemple, le projet politique de l'Union européenne, aujourd'hui, pourrait recevoir plusieurs déclinaisons. Mais l'une d'elles pourrait ressembler beaucoup, en termes de projet, à celui qu'a énoncé Pierre Cohen à l'instant. Égalité des citoyens et des territoires en Europe, dans la perspective d'un nouveau développement qui soit plus durable. Voilà, c'est un projet. Il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres. Mais en voilà un. La subsidiarité, ce serait la capacité que nous aurions à la fois à distinguer ce qu'on peut faire dans les villes, dans les régions, dans les pays et au niveau de l'Europe pour aller dans ce sens d'un projet commun. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire distinguer les responsabilités pour les articuler, pour donc assumer une co-responsabilité. Donc ça veut dire du débat, forcément du débat. Hein. Encore faut-il qu'il y ait des projets. Et quelle vertu a cette subsidiarité? Je m'arrêterai là. C'est que elle oblige les acteurs à anticiper, ensuite à se positionner, à afficher, à négocier. Et du coup, les projets qui en ressortent sont d'une part plus lisibles, il met les acteurs en situation d'apaisement, parce que la visibilité est meilleure, et du coup, elle met les acteurs en situation de confiance. Donc la question d'une subsidiarité spatiale, en l'occurrence, bien comprise, ce qu'en France, nous ne savons pas très bien faire, hein. C'est un facteur d'apaisement des tensions, de reflux des tentations de séparation, j'allais dire de séparatisme. Hein, parce que quelquefois, les acteurs, quand ils n'y arrivent pas, ils ont envie de se lancer et puis seuls. Alors que précisément, ils doivent se penser comme lieu d'un projet, mais aussi dans une articulation qui donne à la fois de la puissance à ce projet et de la cohérence et de la confiance aux acteurs qui, du coup, sont remis dans une situation
plus positive, pour prendre un terme générique. Comment le maire de Toulouse vit-il l'articulation de son pouvoir et de ses responsabilités avec celle de l'État ? Puisqu'on parle de subsidiarité et de partage des rôles pour construire une confiance mutuelle. Mon parcours politique m'amène à le vivre très bien, et avec même la recherche d'un État fort, stratège. Moi, dans le cadre du débat sur la loi de la réforme des collectivités territoriales, j'ai toujours dit que pour comprendre la loi, ce qui n'est pas évident pour tout le monde, en particulier pour les élus qui l'ont plus vécu comme une course à l'échalote de quelle entité aurait le plus de compétences et de pouvoir, c'était de bien analyser ce qui s'est passé ces 30 dernières années. On a un État qui s'est affaibli, un État qui, même si on lui redonne de la force et on lui redonne une responsabilité de stratège, il ne pourra plus refaire comme dans les années 70, 80, enfin 70 plutôt, tout et pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il est maintenant dans une incapacité, et parallèlement, cet espace vide a été rempli par le succès des lois de fer de la décentralisation, qui ont amené des collectivités territoriales à être de plus en plus en capacité de relever d'abord le défi de la puissance publique, d'être une puissance publique, la preuve, c'est que déjà, par exemple, nous sommes 75% des investissements dans notre pays. Nous sommes capables d'être à la hauteur du défi de service public. On le voit avec la petite enfance, on le voit avec un certain nombre de sujets. On est capable de porter l'intérêt général, ce qui, évidemment, pour moi, est une valeur fondamentale dans ce que peut être la puissance publique. Et nous sommes de plus en plus dans des réponses graduées, de région jusqu'à la commune, en passant par département et intercommunalité, avec, je dirais, des réponses par rapport à des défis de notre société. J'y reviendrai surtout pour moi l'enjeu des métropoles. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la loi, plutôt qu'être un autre grand soir de la décentralisation, on allait dire telle compétence c'est un tel, qui n'était pas possible, parce que 30 années de décentralisation a amené les régions à être, je dirais, extrêmement florissantes et épanouies. Elles ont comblé un vide de ce que ne pouvait plus faire l'État sur les lycées, ont comblé un vide phénoménal sur le ferroviaire par rapport à ce qu'elles ne pouvaient plus faire dans l'aménagement du territoire. Je prendrai, le Conseil général a rempli des missions d'action sociale de proximité sur des thématiques comme le RSA, comme l'handicap, comme le vieillissement. Et les collectivités, les communes ont réussi à être dans une réponse par rapport à le vivre ensemble, par rapport au logement, même si, évidemment, si on se regarde, on peut se désoler, mais comme j'aime bien, si on se compare, on peut se consoler. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tout cela est un rendez-vous important. Et la loi portée par Maryse Lebranchu, elle a la vocation à créer une conjugaison de ce que l'État et les collectivités territoriales peuvent faire une nouvelle puissance publique du XXIe siècle. Et je donne un exemple. Est-ce qu'il y a de la confiance entre l'État et les collectivités locales ? Vous m'avez posé la question, moi j'allais y venir, oui. Moi, j'ai le sentiment qu'elle est souvent défaillante, cette confiance. Si vous aviez invité mon ami Rousset, je pensais à lui, justement, voilà. par exemple. Évidemment, lui, il le dit haut et fort, donc c'est pour ça que je n'ai pas l'impression de l'interpréter. Il a énormément œuvré pour que les régions deviennent pratiquement, je dirais, l'équivalent de ce qu'était la puissance de l'État. En ce qui me concerne, mon parcours fait que je crois à l'État. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a un grand nombre de sujets où seul l'État peut être réellement le régulateur et le droit à l'égalité. Je prends les quartiers où la réduction des inégalités. Par exemple, je crois aux métropoles. Je pense que nous sommes des lieux, en France il y en a 8, 10, où il y a une masse critique de ressources et de richesses, de la connaissance industrielle et de capacité d'innovation qui peut relever le défi. Alors soit on se contente, parce que ça c'est pas une interprétation, c'est la réalité. Nos technos de la DATAR, qui ont l'habitude d'évaluer, le disent très clairement. Le problème, c'est soit on laisse, je dirais, le marché,
les choses se faire, je dirais le décrochage qu'il y a entre ceux qui savent et ceux qui subissent continuer, eh bien les métropoles font ça que pour leur territoire. Soit on dit cette richesse, cette capacité de relever le défi, d'être dans une économie différente. Par exemple, tout à l'heure, ce que je crois être majeur, c'est est-ce qu'on laisse l'économie, et moi je vois on est d'une ville où le numérique est extrêmement fort grâce à l'aéronautique, au spatial. Est-ce qu'on laisse le numérique avec le monde de l'économie en créant des lieux qui ressemblent à des Silicon Valley et d'avoir des entreprises qui ont tous vocation à devenir Google? Ou est-ce qu'on crée les conditions pour que toute cette connaissance, cette compétence et ce dynamisme soient au rendez-vous de la transition énergétique, soient au rendez-vous du vieillissement, soit au rendez-vous de ce qu'est, par exemple, l'accompagnement des besoins, je dirais, de société, comme par exemple le transport. Et tout cela, ça veut dire, par exemple, nous avons créé une autorité organisatrice du numérique. Je ne vais pas créer une puissance publique du numérique. Mais par contre, je considère que j'aurai intérêt à suivre de très près la façon dont le numérique peut être, demain, la remise en cause du service public de l'éducation nationale. Parce que si on n'y a pas pris garde, eh bien, si c'est moins cher, plus efficace et, je dirais, pratiquement à la portée de tous, eh bien, l'école, avec mes amis syndicalistes de l'éducation nationale, ils ne vont même pas le voir arriver et ça sera privatisé. C'est pareil pour la santé. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a la possibilité d'être avec l'État, parce que ça, on ne peut pas le faire seul. Croire que je vais faire un micro-socialisme, parce que je suis socialiste, ou un micro-territoire à vocation égalitaire, c'est un leurre. Il y a eu le socialisme municipal au début du siècle dernier, mais je pense que, évidemment, même si on est très intéressé par ce qu'on fait, passionné par ce qu'on fait, c'est parce qu'il faut un État et une Europe qui soient au rendez-vous. Alors, il y en a un qui s'est affaibli, il faut lui donner les ressorts pour avoir cette responsabilité. Vous savez, quand je rencontre l'ANRU, eh bien, l'ANRU, même si je peux critiquer, il peut y avoir des défauts, mais s'il n'y a pas un État qui vient, qui dit on ne peut plus garder les quartiers, on ne peut pas laisser les communes faire seules de la rénovation urbaine qui coûte extrêmement cher, mais à condition évidemment qu'il y ait ce que j'ai dit d'accompagnement pour montrer que ce n'est pas qu'un problème d'immeuble ou de rénovation urbaine. Mais tout cela, l'État doit jouer un rôle. Donc en ce qui me concerne, la force de la loi qui arrive, c'est que les métropoles auront la possibilité de faire un contrat de plan avec l'État et les métropoles en cohérence avec celle de la région. Et pour conclure, l'intelligence des collectivités territoriales, ce qui, moi, doit être le rendez-vous des prochaines décennies, c'est que les conférences territoriales régionales nous obligent à nous mettre d'accord. On ne peut plus... La subsidiarité, c'est un peu aussi, je dirais un peu la dérive. Parce que la subsidiarité, c'est que chacun pense qu'il peut faire. Donc l'autre fait pareil. Et on est... Oui, mais la subsidiarité, c'est que comme on n'a pas de tutelle et qu'on a, par la Constitution, la possibilité on a la clause de compétence générale, ça veut dire qu'on peut faire tout. Alors, soit, comme l'avait proposé Sarkozy, on revenait sur la clause de compétence générale, mais je pense qu'il y a au moins la moitié ou les 3/4 des domaines posaient problème. Je pense à la culture, je pense aux grands établissements, je pense à ce que fait l'État régulièrement, venant nous chercher pour la LGV, pour les routes, pour la culture, pour l'université. Donc ça, c'est presque inscrit dans l'obligation. Mais à l'inverse, on ne peut plus faire chacun de notre côté. Et on ne peut plus le faire en concurrence. Donc ça veut dire que la conférence territoriale qui passe inaperçue, qui n'intéresse que les accros de ce que doit être l'enjeu de la réforme des collectivités territoriales, doit être l'endroit où on se retrouve. Et à la sortie, il faut un chef de file. Et si on ne le trouve pas, eh bien, l'État le proclamera. Donc ça veut dire que les élus seront obligés de se mettre d'accord. On arrive, je crains, un peu au terme de ce débat. Peut-être y a-t-il 2 questions, 3 questions rapides à nos deux... Oui, monsieur. Je ne sais pas s'il y a un micro qui se promène. Il y a un monsieur sur la gauche. Il y a un monsieur là-bas. D'accord. Oui, bonjour, je voudrais pousser un peu plus loin certaines des interventions très intéressantes que vous avez eues. M. Cohen a expliqué comment l'arrivée des métropoles, donc
une collectivité très jeune qui est obligée à se poser la question où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on met dedans, et donc d'accepter de prendre du temps. C'est très intéressant qu'il y a le cas de Toulouse que vous avez expliqué. Quand on prend les autres collectivités, évidemment, elles sont plus âgées. Les régions, c'est 30 ans, l'Europe, c'est 50, l'État, on va dire 200. Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre le temps, un peu comme le font les grandes entreprises, à un moment donné, de se poser et de dire, finalement, à cet échelon, qu'est-ce qu'on doit faire et comment on doit le faire si on devait le créer maintenant? Dans les entreprises, on appelle ça le budget de base zéro. On repart et on se dit, si on crée l'entreprise maintenant, comment on la créerait? Est-ce qu'il ne faudrait pas accepter, puisqu'on voit bien que l'émergence d'une nouvelle collectivité permet de faire cet exercice? Et pourquoi on n'arrive pas à le faire au niveau de la région, au niveau de l'État et même au niveau de l'Europe? Belle question. Oui. Je vous laisse répondre. Je crois que la réponse, elle est dans, je dirais dans les acteurs qui composent. Je ne sais pas si aujourd'hui, il y a quand même une grosse angoisse, une grosse inquiétude de perdre ce qui est des acquis. Je pensais tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, si un certain nombre de syndicats, s'il y a un certain nombre de corporations réagissent, c'est qu'ils sont profondément convaincus qu'ils défendent la notion de service public. Et donc, aujourd'hui, faire une remise à zéro, il y aura toujours la crainte de remettre en cause les fondamentaux, c'est-à-dire de repartir sur quelque chose d'efficace et qui rejoint de recréer une dynamique sur le court terme qui peut donner une impression d'efficacité, mais qui, alors là, et j'en fais partie, qui ira dans le mur par rapport aux valeurs que l'on défend. Alors, la question qui est compliquée, c'est entre les atouts de ce qu'est la France, parce que la France a des atouts. Moi, je connais bien le monde de la recherche. Je me suis battu en 82 pour le statut de chercheur pérenne. Il nous est envié dans le monde entier. Évidemment, des jeunes chercheurs partent aux États-Unis, mais enfin, ils ont envie de revenir pour avoir un poste au CNRS et faire de la recherche avec, je dirais, la tranquillité, mais pas pour pantoufler, pour être réellement, je dirais, dans une capacité à ne s'occuper que de recherche. Encore que depuis 4 ou 5 ans, comme il faut qu'ils passent pratiquement d'appel d'offres en appel d'offres, ils perdent un peu cette force. Mais je dis qu'aujourd'hui, c'est la crainte. Si on était dans une confiance, et c'est pour ça que c'est important, si on était en disant on le stabilise pour repartir avec les valeurs, mais sans remettre en cause les valeurs, je pense que ça pourrait fonctionner. Mais aujourd'hui, je crois que la plupart ne veulent plus, ou n'entendent pas remettre en cause des points de vue parce que, je dirais, avec honnêteté et conviction, ils pensent que ça peut remettre en cause des fondamentaux. Alors après, là-dedans, des fois, se niche des arrière-pensées, se niche des corporatismes, se niche des acquis de très court terme. J'en ai évoqué quelques-uns, donc je n'ai pas peur de les pointer du doigt, mais globalement... Se niche aussi peut-être des échéanciers politiques permanents et puis voilà, qui rendent compliqué de faire ce genre d'exercice, me semble-t-il. Oui, parce que par exemple, je ne sais pas, je prends ça a été beaucoup gossé, on verra comment il va s'en sortir, mais la pause fiscale, c'est quelque chose qui... je n'ai pas vu un article pour dire que c'était génial et qu'enfin on allait poser, parce que tout le monde a dit ça c'est parce qu'il était mal et que son poste de Premier ministre, il fallait qu'il le sauve. D'autres disaient c'est parce qu'à un moment il va y avoir plus d'impôts. Il y a eu quand même un grand nombre de procès d'intention. Donc ce qui veut dire que je ne crois pas que dans notre culture, on ait ça. Mais ce n'est pas sûr que ce soit une erreur de le faire. Mais je pense que dans notre culture, c'est compliqué. Moi, je l'ai eu, ça. Pendant les 2 premières années de mon mandat, comme j'étais j'étais arrivé, personne n'y croyait, donc je pouvais me le permettre. Je peux vous dire que pendant 2 ans, j'ai pratiquement tout remis à plat, tout rediscuté. 2 ans après, on a eu un projet urbain. 3 ans après, on a eu un nouveau schéma de cohérence territoriale, un nouveau plan de déplacement urbain, un nouveau PLH. On a remis tout, un nouveau PLU. On a tout refait. Bon, et maintenant, évidemment, les choses se font avec une perspective à 20 ans, à 10 ans, à 15 ans. Mais je l'ai fait les 2 premières années du mandat parce que tout le monde aussi en avait marre
je dirais, de ce qui se passait avant. Et donc, il y avait vraiment une volonté, une soif de participer, de co-construire. Jean-Paul Carcenti, vous vouliez ajouter un mot sur ce... Pas tout à fait sur ça. Avant de partir, Michel Destau a prononcé le nom de Jacques Attali. Et ça m'a fait penser à l'effort que fait Jacques Attali depuis 1 an et demi maintenant autour de la question de l'économie positive. Effort qu'il a conduit à réunir d'innombrables groupes de travail, à produire un bouquin, mais surtout à faire dialoguer d'innombrables personnes qui se sont mis d'accord sur, au fond, une direction majeure, la restauration du long terme. On est dans notre sujet. Hein. La restauration du long terme, avec les innombrables vocations que cette direction qui est montrée en direction du long terme réintègre des préoccupations qui pourraient ne pas l'être dans nos discussions et qui ne l'ont pas été, mais c'est normal, avant cette table ronde. C'est la question de la nature, la question des enjeux naturels qui n'ont pas été évoqués pendant 2 jours et qui le sont naturellement davantage lorsqu'on parle temporalité, évidemment, puisque ça renvoie à la question des enjeux du long terme. Ce sont des questions éminemment importantes parce qu'il ne faudrait pas imaginer que les questions qui se posent à nous se posent uniquement entre l'homme et les hommes entre eux, mais aussi avec cette dimension biosphérique qui maintenant, j'allais dire, d'une certaine manière, nous rattrape, c'est-à-dire du point de vue de la biodiversité, mais du réchauffement climatique. Voilà pourquoi il faut que cette subsidiarité bien comprise, et je l'ai bien compris, soit, elle soit temporalisée aussi par de la prise de décision relative à des enjeux de court, de moyen et de long terme, et dans ceux du long terme, naturellement, la capacité, la nécessité de réintégrer des enjeux liés à la question naturelle. Je ne voulais pas qu'on termine cette table ronde sans que ces questions aient été évoquées au moins une fois. Eh bien, merci de l'avoir évoqué. Ça élargit le champ de la réflexion, mais c'était important de le faire. Merci beaucoup.